Bonjour, je vais poursuivre mon cours de gestion du personnel. Je suis toujours dans mon chapitre 1, qu'est-ce que la GRH? Je suis plus précisément dans la section 2, la place de la fonction RH. Je m'étais intéressé lors des dernières vidéos à deux paramètres, l'influence de la taille sur la fonction RH d'une part, l'influence du secteur d'activité sur la fonction RH d'autre part. J'en arrive maintenant, c'est mon grand 3, à l'organisation de la fonction RH. Grand 3, l'organisation de la fonction RH. La fonction RH, elle peut être centralisée, premier cas de figure, elle peut être externalisée, deuxième cas de figure, elle peut être décentralisée, troisième type de situation, elle peut être mutualisée, dernier type de situation. Je ne parlerai ici que des trois dernières situations, à savoir la fonction RH peut être externalisée, décentralisée, mutualisée. Nous allons passer cela en revue. Je vais commencer par mon petit a, l'externalisation de la fonction RH. L'externalisation consiste à confier à des prestataires extérieurs des activités RH qui étaient auparavant effectuées par la DRH de l'entreprise. L'externalisation de la fonction RH peut être totale ou partielle. Le plus souvent, elle est partielle. Quand on s'engage dans une externalisation totale, ça veut dire qu'on perd quand même la main sur la fonction RH. C'est pour ça que la plupart des entreprises, quand elles se lancent dans un processus d'externalisation, elles optent pour une externalisation partielle de la fonction RH. Alors, cette externalisation, le plus souvent partielle, elle présente à la fois des avantages et des inconvénients pour l'entreprise. Il convient donc de faire toujours une sorte de calcul pour essayer d'évaluer le rapport coût-bénéfice de cette opération de gestion. Parmi les principaux avantages, je citerai les suivants. Tout d'abord, la réduction et la maîtrise des coûts. Ensuite, l'apport de compétences. On va nouer un partenariat avec un organisme qui détient des compétences que l'on n'a pas en interne. Troisièmement, le fait de déléguer des tâches à faible valeur ajoutée. Quatrièmement, le fait de se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire qu'on va conserver les activités RH à forte valeur ajoutée, on va externaliser les activités RH à plus faible valeur ajoutée dans le cas d'une externalisation partielle. Voilà quelques avantages de ce processus d'externalisation. J'en viens maintenant aux inconvénients. Parmi les principaux inconvénients, je citerai le coût parfois élevé des prestations, mais aussi la qualité parfois décevante des prestations. Tout dépend effectivement des compétences de l'organisme prestataire. Je citerai également les éventuelles difficultés relationnelles avec le prestataire que l'on peut rencontrer quand on externalise une partie des activités RH. Et puis, je signalerai, c'est peut-être le plus important dans tous les inconvénients, la perte d'autonomie de connaissance. La perte d'autonomie de connaissance. Et cette perte d'autonomie de connaissance, qui est liée au fait que l'on externalise une partie des activités RH, elle induit un lien de dépendance vis-à-vis du prestataire, et ce lien de dépendance peut poser problème. On peut perdre la main sur la fonction RH si on va trop loin dans le processus d'externalisation. Donc dans la pratique, ce qui semble important, c'est notamment la délimitation claire du contrat de prestation pour s'assurer de la qualité et du bon déroulement de la prestation. Les différentes activités RH les plus fréquemment externalisées quand on regarde les pratiques des entreprises sont les suivantes. La paye, qui peut être effectivement externalisée assez facilement à des prestataires extérieurs, la formation et le recrutement. En effet, on trouve sur le marché du conseil beaucoup d'organismes qui se sont positionnés sur la formation ou le recrutement. Voilà pour l'externalisation de la fonction RH. J'en arrive maintenant à la décentralisation de la fonction RH. C'est mon point B. Dans certaines organisations, la fonction RH est véritablement une fonction partagée. La décentralisation de la fonction RH consiste en fait à confier
des tâches RH à des acteurs qui, au départ, ne sont pas forcément des spécialistes RH en tant que tels. Alors ça peut être des RRH, des responsables des ressources humaines locaux, ou ça peut être des managers opérationnels. Les tâches qui sont fréquemment décentralisées vers les RRH locaux ou vers les managers opérationnels sont le plus souvent les suivantes. L'évaluation du personnel, que l'on peut très facilement confier par exemple au manager opérationnel. C'est souvent le cas. La détermination des objectifs. Là encore, on peut tout à fait concevoir qu'il s'agit d'une responsabilité managériale qui doit être portée par les managers. Les promotions, le fait d'attribuer des promotions, de proposer des promotions. L'attribution des primes individuelles ou encore le recrutement. Voilà quelques-unes de tâches RH qui peuvent être facilement décentralisées auprès des RRH locaux ou des managers de proximité ou en s'appuyant sur un mixte des deux. A l'inverse, les RRH locaux ou les managers de proximité interviennent peu dans certaines activités RH, par exemple la gestion des conflits, qui concerne souvent le champ des relations sociales, et la gestion des licenciements. En général, ce sont des tâches qui sont centralisées. La DRH centrale garde la main sur ces activités. La décentralisation, elle présente certains avantages, elle présente certains inconvénients, tout comme l'externalisation. On va passer en revue les avantages et les inconvénients du processus de décentralisation. Parmi les principaux avantages, je citerai les suivants. La décentralisation permet tout d'abord à la DRH de se recentrer sur les missions qui sont les plus stratégiques pour elle, par exemple la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou bien la gestion des relations sociales. Deuxièmement, elle permet de mettre en place une GRH de proximité, ce qui va généralement dans le sens d'une plus grande efficacité opérationnelle, d'une plus grande transparence et d'une meilleure circulation de l'information. On a par exemple une GRH de proximité quand on confie en effet des tâches RH soit aux RRH locaux, soit aux managers opérationnels, soit aux deux types d'acteurs précédemment mentionnés. Néanmoins, la décentralisation présente l'inconvénient d'être plus coûteuse, notamment en termes d'effectifs que la centralisation. En outre, la décentralisation, elle suppose pour la DRH centrale d'être en capacité de contrôler les RRH locaux ou les managers opérationnels afin de s'assurer de la cohérence de leurs pratiques avec la stratégie RH définie par la direction RH centrale. Ce qui peut engendrer des coûts de contrôle. Quand on essaye de contrôler effectivement les pratiques des acteurs locaux, que ce soit les RRH locaux ou les managers opérationnels, cela engendre des coûts de contrôle. On y passe du temps, on y met de l'énergie, on déploie un certain nombre d'outils pour contrôler les acteurs locaux. Donc, là encore, la décentralisation, tout comme l'externalisation, peut présenter des avantages, mais peut aussi présenter des inconvénients, d'où l'idée de faire un calcul coût-bénéfice. Troisième type de situation que je voulais explorer dans cette vidéo, c'est mon petit c, la mutualisation de la fonction RH. La mutualisation de certaines tâches RH permet d'un point de vue économique, d'une part, une réduction des coûts, d'autre part, des gains de productivité, et enfin, ça permet de générer des économies d'échelle. Dans les grandes entreprises, la mutualisation se traduit par la mise en place notamment de centres de services partagés. Et c'est au sein de ces centres de services partagés, qui sont des structures dédiées, que l'on va en fait mutualiser un certain nombre de tâches RH. C'est ce qu'a fait General Electric sur le site de Belfort, puisqu'il y a un centre de services partagés sur Belfort. Alors, ces centres de services partagés traitent certaines tâches RH. Le plus souvent, il s'agit de tâches administratives
qui sont donc traitées et gérées pour le compte de différentes entités qui appartiennent à un même groupe. C'est le cas type du groupe qui a plusieurs filiales et donc on va mutualiser au sein d'un centre de services partagés différentes tâches administratives qui étaient auparavant effectuées dans les différentes filiales. Prenons quelques exemples. On peut assez facilement mutualiser certaines tâches liées au recrutement, le tri des CV, le sourcing, la gestion des candidatures spontanées par exemple. On peut aussi mutualiser certaines tâches liées à la formation, par exemple le suivi du budget formation, ou encore on peut assez facilement mutualiser la paye ou encore la gestion des contrats de travail. Voilà quelques exemples de tâches qui peuvent être mutualisées. J'en ai donc terminé avec mon grand 3, l'organisation de la fonction RH. La prochaine fois, j'entamerai ma section 3, la fonction RH, une fonction sous contrainte. Au revoir.